Bonjour, ici c'est Francesco Giuliani. Je suis enseignant et je suis membre de la direction nationale de Sinistra Classe Rivoluzione, qui est la section italienne de la tendance marxiste internationale. Ce soir, on va organiser un live streaming sur Facebook sur la crise du coronavirus et la lutte de classe en Italie. Ici, les chiffres de l'épidémie sont épouvantables. Aujourd'hui, on a dépassé le seuil de 1000 morts et des 80 000 personnes affectées par le virus. La situation est très sévère, notamment dans le nord du pays. L'accélération du rythme de la crise ici a été très rapide et soudaine. Encore, à la fin du mois de février, tout le monde vivait normalement ou presque. Et bien que dans certaines régions, par exemple la Lombardie, les écoles et les universités avaient été fermées à titre préventif. Il y avait aussi deux petites zones rouges autour de Lodi, en Lombardie, avec un total de 50 000 habitants. Puis, très rapidement, début mars, la fermeture de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a été élargie à l'ensemble du pays. Encore, le 8 mars, dans la nuit, en fait, le gouvernement a annoncé l'institution d'une zone rouge qui couvrait à ce moment-là une région habitée par plus de 15 millions de personnes. 3 jours de plus et l'ensemble du pays devenait une seule énorme zone rouge. Entre-temps, un décret, parmi d'autres, avait établi la fermeture des bars et de tous les magasins qui ne vendaient pas de la nourriture, des produits pharmaceutiques ou d'autres biens essentiels. Comment est-ce qu'on est arrivé à ces points-là? Il faut dire avant tout que on a eu l'impression que à l'étranger, l'image qui a été donnée du gouvernement Conte a été l'image d'un gouvernement qui avait agi avec fermeté, qui était réussi en fait à maîtriser la crise qui est très sévère, mais en tout cas à la maîtriser rationnellement et efficacement. Or, c'est plutôt le contraire qui est le cas. En effet, la faiblesse et les contradictions au sein du gouvernement, qui est un gouvernement de coalition très instable, ont été parmi les causes d'une situation qui n'a pas été maîtrisée de manière rationnelle et qui est plutôt semblé échapper au contrôle des institutions, des autorités. Conte n'a pas adressé avec fermeté la situation et il y avait plein de contradictions, par exemple, contenues dans ces décrets. Je vous donne des exemples. À un moment donné, les écoles étaient fermées, les restos étaient ouverts, les bars étaient ouverts aussi, mais seulement entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Alors, qu'est-ce que ça signifiait cette situation et qui allait dans des directions disparates? En fait, les gouvernements avaient pris des mesures partielles après avoir hésité.
Et en plus, il y avait eu et il y a toujours en fait des contradictions entre les décrets promulgués par les gouvernements et certains présidents des régions, notamment de la Lombardie. Mais ce qui est plus important encore, il y a une semaine, pas plus tard d'il y a une semaine, un centre de recherche indépendant avait estimé, avait considéré qu'il y avait au moins 9 millions de travailleurs qui quotidiennement devaient toujours aller au boulot. Cela, bien sûr, impliquait entre autres un très gros danger de diffusion du virus puisque les moyens de transport public étaient bondés et donc cela crée la possibilité réelle d'une diffusion ultérieure de l'épidémie. Entre-temps, et cela est une très criante contradiction, le mot d'ordre du gouvernement était « je reste chez moi ». Il y avait aussi à ce propos le hashtag Io resto a casa, je reste chez moi, qui avait une large diffusion sur les réseaux sociaux. Cette contradiction était criante. Tout le monde devait rester chez soi, mais les travailleurs, notamment les travailleurs de l'industrie, devaient aller au boulot, devaient aller à la boîte pour sauver les profits du patronat. Donc, la réflexion et la réaction des travailleurs a été très nette et très directe. Si tout le monde doit rester chez soi, il y a un danger grave pour la santé. Nous aussi, on doit rester chez nous, puisqu'on n'est pas de la chair à canon. Dans quelques jours, autour du 10 mars, donc, on a assisté en Italie à la plus puissante vague de grève ouvrière spontanée depuis au moins les grèves de 1994 contre le premier gouvernement de Silvio Berlusconi. L'ampleur de ces grèves-là, qui demandaient la fermeture des usines, a été inédite depuis des décennies. Leur poids politique, d'autre part, a été profond que celui des grèves de 1994. En fait, en raison de ces grèves-là, le climat d'unité nationale prôné par le gouvernement a été immédiatement brisé. Les ouvriers dans plusieurs boîtes, par exemple Ferrari, Ducati et d'autres, ont réussi à imposer un congé extraordinaire payé au 100% par les patrons. Cela n'a pas été le cas partout, mais en tout cas, il faut dire que la grève a duré pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces moments-là, les chefs des syndicats, les chefs du gouvernement et les patronats? Très rapidement, ils ont signé un accord, une entente nationale, l'accord du 14 mars, qui cherchait à endiguer ce mouvement, obligeait pourtant les patrons à des mesures strictes pour assurer la sécurité des travailleurs sur le travail et l'hygiène de ce même lieu de travail. Entre-temps, il faut le dire, la crise
l'urgence sanitaire s'amplifiait. Et il faut s'arrêter un moment sur la situation de la santé nationale en Italie. Autrefois, en Italie, disons tout au moins jusqu'aux années 80, on avait l'habitude de penser que on avait un système de santé, de services de santé nationale relativement avancé. C'était en tout cas le fruit des luttes ouvrières et de la jeunesse qui avait éclaté en Italie dans les années 60 et dans les années 70. Mais depuis au moins 3 décennies, sinon plus, la situation s'est dégradée. Je vais donner 2 chiffres qui, à mon sens, peuvent expliquer très bien la situation qu'on est en train de souffrir ici en ce moment. Ce qui concerne les unités de soins intensifs qui sont nécessaires pour soigner le coronavirus, en Italie, on avait en 1980 922 unités de soins intensifs par chaque 100 000 habitants. En 2017, ce chiffre-là était déjà tombé du 75%. Vous avez bien compris, une baisse du 75% des unités de soins intensifs. C'est-à-dire qu'en 2017, il y avait seulement 275 unités de soins intensifs tous les 100 000 habitants. Il y a plus. Pendant la dernière décennie, les coupes budgétaires en Italie ont touché le secteur de la santé à la hauteur de 37 milliards d'euros. Donc c'est facile d'imaginer quelle a été la situation au mois de mars, dès le début de mars, quand l'épidémie du coronavirus s'est élargie assez soudainement et rapidement à l'ensemble du pays. D'ailleurs, les travailleurs du secteur de la santé sont depuis ce moment-là sous une pression accablante, puisque en général il y a un manque de moyens cruel. On n'a pas assez de masques, on n'a pas assez de gants et on n'a pas assez de moyens en général pour contrer cette crise qui sévit dans les pays. Et on cherche aussi de faire peser sur les travailleurs cette situation, de leur payer cette situation avec des horaires très très lourds et un manque, comme je le disais, général des moyens. Et d'ailleurs, puisque les gouvernements n'a pas assez de tampons de diagnostic pour vérifier si une personne a été affectée par le coronavirus. Les soignants, les infirmières, les médecins n'ont pas pu savoir s'ils étaient asymptomatiques, s'ils avaient les coronavirus. Et cela a augmenté le danger de transmission aux patients de l'hôpital du coronavirus et bien sûr, ce manque
de la part de l'État italien de prendre en charge la santé des médecins et des infirmières a menacé la santé de ces derniers et on compte beaucoup de malades parmi les travailleurs du secteur de la santé qui sont bien sûr en première ligne. Donc, au milieu de cette catastrophe sociale et sanitaire, la, les soucis principal du gouvernement, sous la pression de Confindustria, a été au contraire de permettre de favoriser la possibilité de la possibilité de continuer la production dans la grande industrie. Or, si cela n'est plus entièrement le cas aujourd'hui, puisqu'une bonne partie de l'industrie lourde et même de la moyenne industrie est désormais fermée, et cela aide aussi à endiguer la diffusion du virus. Bon, cela a été entièrement le résultat de l'action de la classe ouvrière de ce pays-là. Les travailleurs de tous les secteurs de l'industrie, du commerce, de la logistique, les travailleurs n'ont pas arrêté leur lutte pour la santé et la sécurité après la signature de l'accord du 14 mars. On a assisté à une autre vague de grève ouvrière, les 15, les 16, les 17, les 18 mars. Les grèves étaient spontanées. Normalement, les travailleurs sortaient de la boîte et se mettaient bien espacés à l'extérieur de la boîte et revendiquaient la fermeture des usines et la possibilité donc de se prendre soin de leur santé et de la santé de leur famille. À ce moment-là, les négociations entre le gouvernement et le patronat et les syndicats ont été relancées. Et la nuit du 22, vous voyez, ça nous est arrivé assez souvent que la nuit, même le samedi, il y avait des décisions très importantes. Ça relève du caractère extraordinaire de cette situation inédite. Bon, la nuit du 22, les gouvernements Conte, gouvernement de coalition entre les partis démocratiques et les mouvements 5 étoiles, ces gouvernements-là annoncent apparemment que les ouvriers auraient gagné. Donc, il annonce Conte la fermeture des usines non essentielles, c'est-à-dire des usines dont la production n'est pas utile pour contrer la crise sanitaire actuelle. Et pourtant, cette annonce n'est pas la fin de notre histoire, puisque là, les jours suivants, c'est Confindustria, l'organisation du patronat italienne, qui cherche d'exercer une pression ouverte sur le gouvernement afin de limiter lourdement l'arrêt des usines prévues par Conte et ses ministres. Quelles sont les raisons de
de cette lettre écrite par Boccia, le président de Confindustria. Tout simplement, c'est la soif de profit, l'avidité des capitalistes. Boccia a démontré avec son action que pour les patrons, leurs profits valent beaucoup plus que nos vies. En effet, Boccia, dans sa prise de parole, le chef des patrons, souligne le danger pour certains d'entre eux de rester à court d'argent, à court de liquidités, les pauvres. En plus, Boccia demande de prendre en examen des mesures pour éviter les effets négatifs, je cite, sur les sociétés cotées en bourse. Donc, sa pression va dans la direction de demander au gouvernement de l'argent public, c'est-à-dire comme il arrive toujours sous le capitalisme, il faut socialiser les pertes, tandis que les profits sont privés. Et c'est-à-dire que face à l'urgence sanitaire la plus grave qu'a connue l'Italie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la classe dominante a considéré que ces profits étaient la chose centrale, la chose plus importante, même par rapport à la santé de tous. Or, à ce moment-là, je m'arrête là-dessus, à ce moment-là, les chefs des syndicats, CGL, CISL et WIL, ont réagi vivement, puisqu'ils savaient la rage qui était en train de s'accumuler à la base. Ils avaient bien pu apprécier pendant les grèves spontanées de la semaine précédente. Donc, à ce moment-là, c'est toujours le dimanche 23 mars, les trois syndicats majeurs du pays ont menacé une grève générale, ce qui aurait eu un effet catastrophique sur la crédibilité et sur la popularité du gouvernement. Or, les chefs des syndicats ont cherché d'être des conseillers du gouvernement. Ils ont dit qu'il ne fallait pas jouer avec la rage qui était en train de s'accumuler et qui aurait pu exploser si les gouvernements faisaient marche arrière sur son décret annoncé de fermeture des usines. Les gouvernements a oscillé. Les gouvernements, dans un premier moment, a annoncé que le décret aurait été reporté au mercredi. Puis, dans la soirée, sous la peur de grève générale, les gouvernements en effet signé un décret dont l'application était en tout cas reportée au mercredi suivant, mais ce qui est plus important, dans ce décret, le gouvernement avait prévu un certain élargissement des secteurs économiques qu'on pourrait considérer comme secteurs essentiels pour contrecarrer cette urgence sanitaire. Donc, pour vous donner juste un exemple, les call centers auraient dû rester ouverts, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais aussi l'industrie de l'aviation et de l'armement aurait dû rester ouverte. Donc, en fait, l'action du gouvernement relevait de la moquerie. C'était un attaque
direct à la santé et à l'intégrité même physique de millions de travailleurs. Les luttes, donc les 19, les 24 et les 25, les grèves ont continué, et, tandis que les syndicats cherchaient à négocier un nouveau compromis qui puisse leur sauver l'image et en même temps assurer la paix sociale. Or, hier, le décret a été mis à jour. La lutte des travailleurs partiellement a payé, c'est-à-dire que la liste des secteurs productifs considérés essentiels par les gouvernements a été réduite, et c'est une victoire, même si partielle, de la part des travailleurs. On pourra mesurer dans les jours à venir l'effet quantitatif. Donc, s'il va y avoir 2 ou 3 millions de travailleurs davantage qui pourront rester chez eux. En tout cas, ce n'est pas exclu que des luttes puissent éclater encore dans les jours à venir. Mais il faut dire, pour terminer ce point central pour nous, que les directions syndicales n'ont pas été à la hauteur de la situation et ont failli, n'ont pas voulu centraliser la lutte et donc obtenir une victoire plus importante, voire complète. Et donc, il est assez probable que s'il va y avoir des luttes dans les jours à venir, il s'agira de luttes plus décentralisées de ce qui a pu être le cas jusqu'aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut pas sous-estimer la transformation profonde de la conscience des classes des millions de travailleurs. C'est-à-dire, cela a été très clair pour des millions de personnes que cette société est divisée en classes sociales ennemies, et que les capitalistes n'ont rien à voir avec notre santé. Bien au contraire. Et je pense que il s'agit d'un effet politique de longue durée qui va structurer toute la prochaine phase de l'histoire politique et sociale en Italie, en Europe et bien sûr à l'échelle internationale. Il faut aussi qu'il y a des luttes dans le secteur du transport et de la distribution. Ce sont des luttes dans ces cas-là pour demander la sécurité et des conditions de travail adéquates. Et il faut dire par exemple les travailleurs de UPS, un comité de travailleurs UPS, Transporting Lotta, Transport en lutte, a été très actif et cherche à imposer à cette multinationale une sorte de contrôle des ouvriers, des travailleurs sur les livraisons, puisque on est bien d'accord que le secteur du transport est essentiel, mais il est essentiel de livrer des médecines, de produits pharmaceutiques et des marchandises qui puissent être, des biens qui puissent être utilisés dans les hôpitaux, mais pas forcément des cosmétiques ou des toyaux. Donc, cette lutte ne doit pas être méconnue, elle est très importante, comme la lutte des travailleurs de la distribution qui cherchent à ne pas être les seuls à
à payer cette crise, tandis que la grande distribution fait un chiffre d'affaires énorme en ce moment-là, puisque bon, la concurrence, les petits magasins sont fermés depuis des semaines. Donc, je crois que dès que la pandémie va se réduire et on va sortir de cette urgence sanitaire énorme, la lutte de classe sera à l'ordre du jour dans ces pays-là, dans notre pays, et ce sera une lutte de classe pas seulement de nature économique, puisque des millions de travailleurs ont vu comment les patrons, les capitalistes gèrent cette société et à quel niveau les gouvernements, l'État, les capitalistes ont été et sont incapables de gérer, de maîtriser cette situation. Et je termine avec une toute dernière remarque plus générale. Cette crise sanitaire a montré très clairement quels sont les piliers de cette société. Tout d'abord, les profits comme moteur central de tout choix économique, même au milieu d'une crise sanitaire énorme. Mais aussi des millions de jeunes, de retraités, de travailleurs, tous les opprimés et les exploités de cette société ont pu mesurer la vérité d'un concept expliqué il y a longtemps par Marx et Engels. C'est-à-dire que le gouvernement, dans une société capitaliste, n'est rien d'autre que le comité de gestion des affaires de la bourgeoisie. Bon, cela a été prouvé, a été remarqué au jour. Et les hésitations et les actions partielles du gouvernement Conte ont expliqué ces concepts dans le vif de l'histoire et de la lutte de classe. Enfin, l'État et les rôles de la police et de l'armée, il a aussi été montré au grand jour. Il est arrivé dans certains cas que des piquets, des actions de grève organisées par les travailleurs qui demandaient la défense de leur santé, de leur sécurité, ont été dissous par l'intervention de la police et de certaines forces spéciales de l'État. Donc, on ne va pas revenir à la fin de cette crise sanitaire à la normalité à laquelle on avait été habitué par le passé. C'est vrai que déjà depuis 2008-2009, il y a au fur et à mesure une nouvelle normalité qui s'est imposée, puisqu'en raison de la crise économique, la récession, une réalité plus dure d'austérité, des coupes budgétaires, a été quotidien pour des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes dans l'Europe et au-delà. Mais il est facile à prévoir de mon point de vue que
cette nouvelle récession dans laquelle on est déjà plongé et qui a des racines bien avant la crise du coronavirus, bien avant l'épidémie, cette nouvelle crise économique qui va être sans doute plus profonde de celle de 2008-2009, va définitivement nous lancer, je dirais, dans une nouvelle époque de l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire une époque qui va être qui va connaître une intensité inédite depuis des décennies de la lutte de classe. Et nous, en Italie, mais pas qu'en Italie, on a déjà fait la preuve sur une échelle géante de la capacité totale de la classe dominante d'utiliser les moyens, les ressources, les niveaux technologiques et la science atteints par l'humanité, par l'histoire humaine, pour assurer le bien-être, le progrès de la société. C'est même notre intégrité physique qui est menacée par l'existence et la survie de ce système social réactionnaire et qu'il faut renverser pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire humaine. Donc, le futur, l'avenir, camarades, je pense que c'est en nous. Cette crise-là, c'est une crise qui a été amplifiée par le capitalisme et la barbarie de ce système social. C'est à nous de relancer avec toutes nos forces la bataille pour renverser ce système-là et bâtir, construire une société socialiste. Et je suis sûr et certain que des millions de jeunes, de travailleurs vont s'unir à notre bataille pour l'avenir de l'humanité. Avanti popolo!